la loi Egalim ne peut pas s'appliquer à nos produits. Bon, nous, on est céréaliers. Ah oui, d'accord. Bon, donc, céréales, viande, lait. Viande, c'est les coopératives ou les groupements d'achat qui font le prix. C'est pas l'éleveur ni le laitier. Le céréales, nous, on donne notre marchandise aux coopératives ou aux négociants. Et c'est eux qui le vendent. Et après, ils vendent des agro-industriels qui le transforment. Et eux font leur marge. La coopérative faut qu'il y ait, et nous, derrière, on a ce qui reste. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis il y a la question du coût de production aussi pour vous, j'imagine. Donc là, c'est les charges, les normes, les machins. Vous êtes quand même... Ça, à la limite, on sait faire. Ça, oui, mais on peut se dire toujours comment on donne les moyens de produire un peu moins cher, parce que si on baisse les charges, tu économises du travail, et puis les normes qui coûtent cher. S'adapter aux charges, on le fait par le prix rémunérateur. Oui, c'est-à-dire que vous seriez compensé par donc ça. il faut éviter à ce moment-là, il faut protéger le marché. C'est soit on est dans une région intermédiaire, on appelle des régions intermédiaires, c'est-à-dire qu'on ne produit pas forcément très gros, et voilà. Donc on s'adapte, on arrive à s'adapter nos charges, on arrive à les maîtriser. Ouais, après c'est le prix qu'on maîtrise. Pour vous, le sujet de la concurrence déloyale, ça reste le sujet... C'est majeur, parce que c'est lié totalement au prix. En fait, moi je dirais, si on veut résumer l'ensemble... Un petit bout de... On va pas de tout le monde, mais... Si on veut résumer la situation d'ensemble, c'est assez simple. Au nom du libre-échange, on nous dit les produits étrangers peuvent rentrer chez nous. Au nom de l'écologie, on nous dit, vous en revanche, vous ne produisez pas comme vous voulez, vous produisez comme on vous dit de produire. Puis après on nous dit, maintenant débrouillez-vous pour être en concurrence avec eux. Ça, avec ceux qui ne respectent pas les normes. Oui, avec ceux qui respectent pas les normes. Mais c'est ça qui va pas. Et c'est ça qui explique tout, et c'est ça qui fait que le prix ne vient pas. Et derrière, alors à côté de notre intérêt à nous l'agriculteur, travail, il y a aussi une notion de notre vocation. Et pour nous, notre vocation, c'est de nourrir les Français. C'est pas de nourrir les plus aisés des Français pendant que les autres mangent des sous-produits qui sont importés, c'est de nourrir l'ensemble de la population. Ouais, donc là on recoupe la question de la souveraineté. Ben oui, et donc quand on a un paquet vert qui aboutit à réduire la production agricole, geler des terres agricoles, et là on se dit que le compte n'y est pas. C'est pas plus la volatilité des prix qui sont ingérables. Quand vous avez une volatilité des prix de 50% de la sur et puis vous n'avez pas la capacité vous gérez ça derrière. Oui, parce que vous êtes un commerce, mais c'est pas vous qui gérez la fixation de prix, c'est quand même vous qui faisons les factures. Ah, c'est ça. Et comme vous dites, vous ne pouvez pas anticiper d'une année. Ce sont nos acheteurs qui nous font les factures. Un industriel, il va construire un produit, il va faire un produit, il va fixer son prix, sa marge et son prix, et il va le vendre. Nous, on donne notre blé, nos céréales, notre viande ou notre lait à une coopérative, un négociant ou un... Il y aurait des moyens de réduire la part prise par les coopératives ou par les négociants. Est-ce qu'il y a des pistes là-dessus qui permettraient en gros de dégager pour vous un meilleur... On a bien vu l'année dernière, il y a 2 ans, on a des prix qui sont volés à la guerre de... Mais là c'était des spéculations. Avant qu'on importe leurs céréales, ça s'est envolé. Les industriels ont su faire face. Ils ont acheté les prix 50 ou 60% plus cher. Nous, les prix sont envolés, ils sont fait face. Là, les prix redescendent. Est-ce qu'ils vont descendre leur prix de produit? Je ne suis pas sûr qu'ils vont descendre. Et donc, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on arrive à des prix planchers, c'est-à-dire à ce que ça soit le gouvernement, enfin l'État qui dise on n'a pas le droit d'acheter en dessous. Il faut quand même savoir que les matières premières, c'est quand même 5% du coût du produit final. Dans une baguette de pain... Ils ne peuvent pas rétribuer par exemple le litre de lait 10 centimes de plus. Ouais, c'est clair. Oui, donc pour vous, le sujet, il est sur les industriels et la grande distribution. En fait, toute la chaîne... La grande distribution, c'est pas notre... La grande distribution, c'est plus loin. Oui, bien sûr, mais du coup, il y a aussi quand même... Non, c'est les industriels pour vous, c'est l'agro-industrie, en fait. Oui, ouais. moi un jour, un meunier m'a dit, il faisait il prenait un blé avec avec un prix supérieur parce qu'il était fabriqué, fait autrement. Mais la marge qu'il nous donnait pour ça était infime par rapport à la marge que lui pouvait se faire avec. Alors j'ai dit, il faut bien que ça nous revienne. Il m'a dit, si on fait ça, on ne vendra jamais notre farine. Et vendre la farine, c'est pas mon problème. Nous, on veut vendre nos
céréales à un prix rémunérateur. Et puis alors là, derrière, il y a aussi la question peut-être de la traçabilité, y compris dans les produits transformés, quand même pas au rendez-vous, et puis la question de l'accès au marché public, dans la restauration collective notamment. Et là, il y a quand même un acte manqué, parce que quand Emmanuel Macron va avoir fait la banque dans les yeux, on peut avoir ce sujet qui est sur la table, parce que là, c'est un peu le droit européen qui nous lie les mains. Et là, pour vous, ce serait quand même une sécurité de déboucher le marché qui est énorme quand même. En fait, ils ont fait que des annonces, ils ont mis en place les plans d'alimentation territoriaux qui étaient déjà super, sauf que c'est inapplicable dans les faits. Sur le terrain, on n'arrive pas à appliquer ce genre de choses. Donc en fait, on fait des effets d'annonce comme ça, on lance des choses. Nous, sur le terrain et concrètement, c'est des filières qu'on n'arrive pas à ouvrir. Vous ne pouvez pas structurer la filière de circuit court, quoi. Non, parce que déjà l'agriculture est obligée. Enfin, un céréalier aujourd'hui n'a pas le droit de vendre ses céréales, il est obligé de passer par un organisme stockeur. Il n'a pas le droit de les vendre tout seul. Donc, déjà, on est coincé. Donc pour vous, c'est un peu particulier de ce point de vue-là. Voilà. En fait, nos filières, nos intermédiaires sur la filière, qui sont censés être dirigés par nous à la base, nous ont échappé. C'est eux qui prennent la marge. On a encore des jeunes agriculteurs. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Bonjour monsieur, enchanté. Bonjour. Donc la relève qui est encore là. Oui, la relève, oui, si on peut le dire, parce que bon, vu la pénibilité du monde agricole aujourd'hui et comme il va, ça va être très compliqué pour nos futurs avenirs. Donc, vous avez repris l'exploitation familiale? Non, moi je suis encore en formation. Non, je suis salarié. D'accord, salarié. Voilà, dans l'exploitation de mes parents. Mais c'est de plus en plus difficile. Et, voilà, on se pose pas mal de questions parce que bon, le gouvernement n'a pas trop envie de nous entendre, on dirait. Donc, c'est quoi parce que vous êtes dans quel secteur, quelle exploitation, quel type d'exploitation? Vous produisez quoi? Laitier en Bourgogne-Franche-Comté. Laitier. Ok, ouais, d'accord. En comté, hein, en zone. Oui, on est en comté, mais bon, moi je parle de tout, voilà, il n'y a pas, voilà, toute la région, tout le monde agricole, parce qu'il n'y a pas que l'AOP, il n'y a pas que l'AOP en France. Et demain, si jamais le monde agricole, disons non AOP, vient à tomber, ce sera toutes les filières qui tomberont. Oui, parce que c'est un ensemble, tout est mélangé, quoi. Et effectivement, aller vers cette... ce vers quoi voulait nous pousser Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, en nous disant c'est pas grave si on importe de la viande du Brésil, on va aller vendre la nôtre aux Chinois beaucoup plus cher. Ouais, c'est rien, c'est pas ça qu'on veut, quoi. Oui, et puis à un moment donné, si on veut vraiment tenir... Au passage, c'est pas super écologique. C'est pas super écologique. Non, puis les Chinois, ils ont rusé, ils nous ont vendu la viande avant. Oui, on parle pas des Chinois, poser leur des vraies questions. Les marchés... Faut pas avoir pas le cœur, faut leur dire la vérité. C'est quoi le problème? Ah bah là, on en parle des problèmes depuis 15 minutes. Il y en a beaucoup des problèmes depuis tout à l'heure, donc on en parle. Et puis on en a d'autres. On a un point alors qui au niveau du grand public est peut-être pas plus connu, mais qui devient dramatique dans certaines régions, c'est le problème du loup. Ça devient... Enfin, il y a des zones où on en arrive à plus pouvoir mettre ces animaux dehors, parce que l'État vous dit... les attaques sont fréquentes. Ah oui, puis l'État vous dit si vous voulez être indemnisé, il faut les protéger. Donc par exemple, il faut les rentrer en bâtiment la nuit. Alors en même temps, on veut qu'ils soient produits écologiquement, qu'ils mangent de l'herbe, etc. Mais il faut les rentrer parce que sinon... Quand vous avez un agneau qui est moitié mangé, qui est pendant une nuit, c'est le bien-être animal, ça. Oui, et puis en plus, moi je me souviens quand on était élus en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on leur dit à ces agriculteurs ou à ces éleveurs, on leur dit ah mais c'est pas grave parce qu'au pire vous avez des assurances et des subventions. Oui, mais enfin même le préjudice moral quand on a bossé, on a fait grandir des bêtes et qu'on perd à la fin le fruit de son travail, enfin, je veux dire ça peut pas être un modèle, acceptable. Vous avez des loups dans votre région? Oui. Vous êtes Sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne plus dans le sud. c'est en train de s'étendre partout. Oui, non, mais dans Lyon, il y a eu des attaques. Il y en a encore eu. Même en Normandie, il y avait pas qu'il y ait d'attaques encore. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Saône-et-Loire, sur l'année dernière, avec 2 loups officiellement recensés comme installés sur le territoire, on en est à plus de 300 animaux
tués dans l'année. Ouais, donc c'est assez spectaculaire. Sans compter, et ça se tuer directement, sans compter les avortements qu'il va y avoir derrière, ceux qui sont blessés. Oui, parce qu'un blessés en s'échappant, animal Pas blessé par un forcément. loup Ça veut dire qu'un loup, ça dépend lesquels, mais vous avez des loups qui sont des tueurs et qui sont extrêmement... ça fait des dégâts énormes. Oui, les bêtes perdues, les bêtes blessées. C'est pas un caniche, quoi. Mais Ursula von der Leyen avait l'air d'avoir pris un tout petit peu conscience après que son poney se soit fait attaquer par un loup. Manger, et c'est vrai qu'elle a commencé à se dire que finalement c'était peut-être pas si génial. Mais on est sur le loup, on est dans l'absurdité la plus totale. Mais là aussi, c'est les écolos qui ont poussé la reproduction des loups à tout va pendant des années. Et au départ, on nous avait dit qu'il faut arriver à 500 loups en France pour que là, on en est à 1100. Et on continue à le protéger de la même manière. Oui, c'est ça, il faut réadapter le cadre pour pouvoir... Oui, il faut réadapter le cadre à la réalité du terrain. Puisque disaient en plus, là, les spécialistes avec qui on en parlait, et puis même les éleveurs qui étaient confrontés à ça, c'est que même quand on fait des tirs d'effarouchement, ou à un moment donné, le loup il comprend. En plus, c'est un animal qui va intégrer le danger sur une zone, et qui du coup derrière peut savoir quel est ensuite le périmètre dans lequel il peut évoluer en sécurité. Oui, et un animal, je veux dire, comme le loup, si vous tirez sans lui tirer dessus, la première fois il va avoir peur, mais la quatrième fois il a parfaitement compris. Et vous allez sur des pas de tir de l'armée, moi j'ai déjà vu des mitrailleuses qui tiraient avec des chevreuils qui broutaient tranquillement en dessous, parce qu'ils avaient parfaitement compris que les balles, c'est pas là qu'elles arrivaient, c'est ailleurs. Mais le loup, il a tout à fait cette capacité-là, il comprend très bien. Ouais, mais sur ça, comme sur le reste, on est souvent dans une espèce de vision un peu fantasmée écologique. C'est comme pendant des années, ils ont poussé tout le monde à se convertir en bio, et là on se rend compte que il y a un rétropédalage parce que le marché n'y est pas. Parce qu'on a saturé le marché. Le marché de bio, c'est ce qu'on appelle des niches, des petits produits pour des trucs très petits. Et quand vous avez, on va dire 10% ou 20% de la population, on veut monter à 30%. Ouais, l'Europe nous dit qu'il faut faire de plus en plus de bio alors qu'on n'arrive pas à vendre les produits. Voilà, donc et des bio se déconvertissent, reviennent en conventionnel. Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre le bio est vendu moins cher que le conventionnel. C'est aussi les orientations de la politique agricole commune qui veut viser aussi vers le bio. Après, ça peut exister, c'est une partie du marché, mais voilà, c'est une partie du marché. Ça peut exister s'il y a un marché derrière. Mais voilà. Apporter qui ne respectent pas les mêmes normes. Il faut faire rentrer du bio argentin. Alors que nous on produit du bio. Et d'ailleurs, on en parlait de la restauration collective tout à l'heure. Très souvent, ils sont très tournés vers le bio. Et comme vous dites, donc ils servent du bio argentin plutôt que du produit local. Alors qu'en fait, le produit local en conventionnel en France est de meilleure qualité que le bio argentin. Des camions ont été arrêtés pour la restauration collective avec du lapin de Chine, congelé, qui venait de Chine pour la restauration collective. On marche où quoi. Bon, je ne vais pas dire qu'on marche sur la tête, mais on y est quand même. C'est un slogan. Voilà quoi, je veux dire, faut arrêter. Et en plus il y a le sujet ukrainien qui est un peu sensible aussi, parce que ça, il y a la question sur la réponse à moyen terme avec l'ouverture sur le marché ukrainien. Sur la volaille, c'est une catastrophe. Sur les céréales, c'est clair. Et les céréales, s'ils ouvrent le marché ukrainien, vous savez, les Polonais ont été les premières victimes, ils ont été les premiers à demander à ce qu'on ferme à refermer les frontières. Mais le sucre. Le sucre qui vient de Pologne était de 20 000 tonnes, je crois, qui est passé à 70 000, importé par une entreprise française. Mais quand vous pensez qu'en Ukraine, il y a des fermes de plus de 100 000 hectares. Oui, c'est spectaculaire. Mais ça n'a rien à voir avec notre modèle de ferme. Nous, on est encore quand même globalement, et on veut rester sur la ferme familiale. Là, c'est plus des fermes, c'est des entreprises, d'énormes entreprises et qui produisent industriellement. Ça n'a plus rien à voir avec notre conception de l'agriculture. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Je ne parle pas des paysages, quoi. Nous, on nous dit qu'il faut entretenir les paysages. Des entreprises agricoles de 100 000, ça m'étonnerait qu'il y ait des geôliers et qu'ils aillent les tailler. Les productions de volailles, ils ont parfois jusqu'à 1 million de bêtes. Est-ce que vous voulez aller un peu vous promener plus loin parce que ça vous en même temps, quelques jeunes qui voudraient vous voir. Quelques jeunes, très bien. On mettra la place d'ici. Je sais pas, je pense Maxime, la place du remplace. Merci. Je pense qu'on est bloqué là, monsieur. Discute. C'est un personnage, tu fais des photos, tu filmes. Allez. Marion.
Attends, Marion, ils veulent faire une photo. C'est rien, c'est rien. Marion. Ils veulent faire la photo. Derrière toi. Demande-lui de la faire de ce côté-là aussi. Ouais. Puis de ce côté-là. Par là. Ah, c'est vous qui devez. J'avais pas compris, je pensais vous dire. Attendez. Voilà. On y va. Il faut se tourner par là pour... Voilà. Maxi. Allez, go. Maxi. Excusez-moi.